Bonjour et bienvenue au deuxième webinaire pour l'année 2015-2016 de TA à l'école. Je me présente Sarah Calvin, la productrice du contenu éducationnel francophone pour le site TA à l'école et la modératrice de ce webinaire. La production de ce webinaire a été réalisée grâce au financement du ministère de l'Éducation. Veuillez noter que les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles du ministère. C'est avec fierté que l'équipe TA à l'école présente la conférencière Nathalie Arbour, qui présentera ce webinaire sur les aides technologiques. Avant de commencer, voici quelques items cuisine. Nous voulons que vous soyez à l'aise avec le panneau de configuration de GoToWebinar. Si vous ne voyez pas le plein panneau, vous devriez voir une flèche que vous pouvez cliquer pour agrandir le panneau. Ce même bouton permet de minimiser le panneau lors de la présentation. À la partie supérieure, vous verrez un globe terrestre. En cliquant sur le globe, vous pourrez sélectionner la langue de votre choix. Si vous souhaitez poser une question, veuillez entrer votre texte dans la case au bas du panneau de configuration et choisir de l'envoyer au personnel dans le menu déroulant. Veuillez noter que vous pouvez poser vos questions au cours du webinaire, mais qu'elles ne seront répondues qu'à la fin, pendant la période de questions. Pour de l'assistance technique, n'hésitez pas à communiquer avec Mercia. Ses coordonnées sont affichées sur cette diapositive. Après le webinaire, nous vous enverrons les diapositives et un lien pour un sondage afin d'avoir vos commentaires concernant ce webinaire. Dans environ 3 semaines, l'enregistrement du webinaire sera disponible et nous enverrons un lien à tous les participants. Ceci prend soin des items cuisine. À ce temps, Arbour adapté au Cégep de Saint-Jérôme depuis 2012. Elle se spécialise principalement au niveau des troubles d'apprentissage, du trouble déficitaire de l'attention et des aides technologiques. Elle a acquis 20 ans d'expérience comme enseignante en classe d'adaptation scolaire, en classe régulière et comme orthopédagogue. Dans ses présentes fonctions, elle soutient les étudiants en situation de handicap, offre des formations sur les aides technologiques et des conférences portant sur les mêmes sujets. Elle travaille également en bureau privé comme orthopédagogue auprès de la clientèle du primaire jusqu'au collégial. Bonjour Madame Arbour, je vous cède maintenant la parole. Oui, bonjour. Alors, bienvenue à tous pour le webinaire sur les aides technologiques, qui sont des outils en fait utiles pour des fins pédagogiques et qui favorisent l'apprentissage de tous. Alors, je vais tout simplement réduire les fenêtres. Alors, voilà. Donc, merci pour la présentation. Donc, je voudrais remercier tout le monde. C'est une très belle présentation. Mais en fait, je voudrais juste ajouter une petite dernière chose, c'est que je suis également la mère d'un jeune qui éprouve également des difficultés d'apprentissage. Donc, c'est aussi l'intérêt que je porte aux troubles d'apprentissage et aux aides technologiques. Alors, je vais commencer par vous présenter le déroulement de la présentation. Donc, je vais dans le fond, vous faire part du constat actuel en lien avec les aides technologiques. Je vais vous présenter également l'objectif du webinaire. On va devoir faire une mise à niveau et un rappel au niveau des fonctions d'aide. En fait, je ne sais pas quel est le niveau d'aisance des gens qui sont à l'écoute, donc on va devoir revenir sur ces notions-là. Je vais vous parler des conditions gagnantes qui favorisent l'intégration des aides technologiques. Évidemment, on ne peut pas passer au-dessus des limites du milieu, il va falloir en parler. Je vais vous présenter une démarche qui favorise l'intégration des aides technologiques. Donc, quand je dis AT, je parle d'aide technologique. Je vais vous parler de l'importance de la métacognition. À peu près à la moitié du webinaire, je vais vous présenter des activités de classe en lien avec les fonctions d'aide, un tableau des applications qui contient les fonctions d'aide mentionnées dans le webinaire. Il va y avoir un mot de la fin et évidemment une période de questions. Alors, je vais commencer avec le constat. Donc, en fait, quand je suis arrivée au collégial en 2012, j'ai constaté rapidement que les jeunes possédaient beaucoup d'équipements et des outils spécialisés. Toutefois,
toutefois, j'observais un grand manque d'autonomie. À l'époque, il y avait une allocation qui était donnée par l'aide financière. C'est une allocation pour besoins particuliers qui permettait aux jeunes de se procurer, en fait, tous les outils nécessaires sous la recommandation des conseillers en services adaptés. Cependant, dans mes entrevues en individuel avec les jeunes, je remarquais qu'ils n'étaient pas très autonomes. Dans le fond, ça a commencé par un manque de ressources, donc qui a effectué justement, qui a engendré des problèmes au niveau de l'entraînement. Donc, souvent, on manquait de ressources au niveau du secondaire pour effectuer l'entraînement, et l'entraînement n'était pas nécessairement dans les priorités, étant donné qu'on avait un manque de ressources. Donc, tout ça entraînait un manque de formation. Et comme deuxième constat, nos jeunes ne se pratiquaient pas non plus à l'extérieur avec leurs outils. Donc, on sait que pour bien s'investir et pour favoriser une meilleure intégration, c'est essentiel de connaître le bon fonctionnement de notre outil et de se pratiquer. Donc, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est de susciter votre intérêt à bâtir des activités qui sont métacognitives pour toute votre classe et qui vont être en lien avec les fonctions d'aide dans le but de soutenir notre élève qui a un trouble d'apprentissage pour qu'il intègre mieux ces aides technologiques. Donc, nous sommes rendus à la mise à niveau, donc au niveau des fonctions d'aide. Donc, je vais commencer, on va faire la différence entre une aide technologique et une fonction d'aide. Donc, l'aide technologique, on peut dire que c'est le produit. Donc, c'est l'assistance technologique qui va permettre aux jeunes de réaliser la tâche, de développer une compétence ou d'atteindre un état qui, sans ce support-là, ne pourrait pas être atteint. La fonction d'aide, elle, c'est ce qui est inclus à l'intérieur de notre aide technologique. Donc, parfois, dans un même produit, on peut se retrouver avec une ou plusieurs fonctions d'aide. Donc, comme par exemple, si je prends le logiciel WordQ qui est le produit, donc on retrouve 3 fonctions d'aide. Donc, vous avez la rétroaction vocale par synthèse vocale, donc qui est la voix, qui prend en charge le texte qui est lu. On a également la mise en évidence du mot lu, qui est le curseur dynamique qui suit la lecture et qui permet aux jeunes de savoir où on est rendu dans la lecture. Et le prédicteur orthographique qui permet aux jeunes d'orthographier les mots, donc donne un choix de section de mots, en fait, selon les lettres qui sont inscrites à l'écran par le jeune. Donc, on a 3 fonctions d'aide à l'intérieur de même produit. Ce qui est important de ne pas perdre de vue, c'est qu'il faut bien connaître les difficultés marquées de l'élève. Donc, c'est important quand je parle de difficultés marquées parce que ça va nous aider à faire le choix de la bonne fonction d'aide pour répondre le mieux à son besoin. Et évidemment, ça va amener notre élève à démontrer son plein potentiel. Le rôle de la fonction d'aide. Bien, la fonction d'aide est là, dans le fond, pour réduire l'écart entre la difficulté marquée et entre la tâche à réaliser. Donc, autrement dit, si j'ai une tâche d'écriture à réaliser et que j'ai une difficulté marquée à bien orthographier les mots et qu'on me donne en fait une prédiction orthographique, donc je devrais être capable de démontrer mon plein potentiel en allant réaliser la tâche à l'aide de ma fonction d'aide qu'on m'a donnée. Aujourd'hui, dans le webinaire, on va voir 3 logiciels. Donc, je vais vous parler d'Antidote, WordQ et Inspiration, qui, je crois, sont des logiciels que vous utilisez beaucoup. Par contre, on va toucher à 8 fonctions d'aide. Donc, si on commence avec Antidote, on va voir la révision-correction, dans le fond, qui est la détection de fautes et d'erreurs possibles par le logiciel. On va voir la révision-analyse linguistique, qui, elle, permet d'aller repérer, dans le fond, des choses qu'on aimerait travailler, d'avoir une meilleure objectivation pour faire une meilleure révision. On va parler également des guides et dictionnaires. Au niveau de WordQ, on en a parlé, la rétroaction vocale par synthèse vocale, donc qui nous permet de prendre en charge la lecture du texte. Le prédicteur orthographique, donc que j'ai parlé, qui nous permet d'orthographier correctement les mots en fonction de choix de mots qu'on nous propose. Et la mise en évidence du mot lu qui suit le texte quand on fait la lecture. Pour inspiration, on va toucher à l'idéation. Donc, l'idéation qui est le fait de sortir nos idées, de les organiser. Et on va parler aussi de la conversion du mode schéma en mode plan traitement de texte qui nous permet, dans le fond, de convertir l'image en traitement de texte pour justement faire en sorte que le jeune puisse inscrire des données à l'intérieur. Ce qui est important de considérer, donc, pour notre étudiant qui a un trouble d'apprentissage, cette aide-là va être essentielle parce qu'elle va lui permettre de démontrer ses capacités, mais également aussi, elle va lui permettre d'atteindre un équilibre entre ses ressources internes et externes. Parce que les ressources internes, on sait que notre jeune lui possède une connaissance de lui-même, des stratégies de lecture, des connaissances antérieures, des fonctions de haut niveau, donc de métacognition. Par contre, il va pouvoir les mettre en branle en utilisant ses ressources externes. Et ça va lui permettre également de s'engager cognitivement. Donc, qu'est-ce qu'on entend par s'engager cognitivement? C'est être capable d'utiliser ses stratégies et d'avoir un sens critique. Puis également aussi d'utiliser ces aides technologiques en réfléchissant ou de façon responsable. Et ça, on va en reparler un petit peu plus loin. Ce qu'il faut considérer d'abord et avant tout, c'est que les aides technologiques sont des aides pour faire des apprentissages, donc elles peuvent servir à tous.
ça m'amène à vous parler des conditions gagnantes qui favorisent une meilleure intégration. Donc, on va les regarder rapidement par la suite, mais d'abord et avant tout, j'aimerais regarder avec vous qu'est-ce qu'on entend par intégration. Donc, évidemment, on peut le voir sur différents angles, mais aujourd'hui, le webinaire que je vous présente va traiter plutôt de la façon dont un élève peut bien intégrer les aides technologiques, donc intégrer les informations sur les aides technologiques pour mieux les utiliser par la suite et les utiliser de façon autonome. Donc, dans un premier temps, on va regarder les bulles de droite à gauche. Donc, je vais commencer avec la formation du personnel chargé de l'entraînement et la formation aux enseignants. En fait, ceci favorise évidemment une bonne intégration. C'est une condition gagnante de savoir que le personnel qui est chargé de l'entraînement est formé. Par contre, je pense qu'une formation aux enseignants serait essentielle pour justement démontrer quelles sont les fonctions d'aide qui sont incluses dans les logiciels. Je ne sais pas si chez vous, vous êtes à l'aise avec les fonctions d'aide, mais je crois qu'il serait vraiment important que les enseignants en classe puissent obtenir cette formation-là. D'une part, pour connaître les fonctions d'aide dans les logiciels, mais aussi pour savoir à quels besoins répondent les fonctions d'aide, dans le but de savoir justement comment on peut aider notre élève en trouble d'apprentissage, mais également aussi faire nos activités par la suite pour en soutenir cet élève-là. Donc, ça, on va en parler un peu plus loin. Évidemment, d'offrir à l'élève un entraînement et de la pratique. Ça, c'est vraiment important, autant en classe que hors classe, dans des tâches scolaires concrètes. Donc, ce que j'entends par tâches scolaires concrètes, c'est qu'il y a une différence entre une activité et une tâche scolaire. Donc, les activités peuvent être faites par le biais de devoirs, mais moi, ce que j'entends par tâche scolaire, c'est qu'autrement dit, quand un jeune doit faire une tâche d'écriture. Nathalie, oui? On va juste faire une petite pause parce qu'il y a de la musique qui joue. Ah, OK. Alors, on va essayer d'arrêter la musique avant de recommencer. Pas de problème. Désolée pour l'interruption, on va recommencer maintenant. Non, il n'y a pas de problème, je vais reprendre la diapo. Alors, je vais retourner à la deuxième bulle qui était à offrir à l'élève un entraînement et de la pratique en classe et hors classe dans des tâches scolaires concrètes. Donc, en fait, moi, je faisais la différence entre une activité et une tâche scolaire qui est concrète, mais qui est complète également. Donc, quand on rédige, on demande à l'élève de mettre en action plusieurs choses. Donc, il y a plusieurs processus qui sont en branle. Comme par exemple, on doit faire un plan, on doit rédiger, on doit se réviser, on doit se corriger. Donc, à ce moment-là, si l'élève a des difficultés dans plusieurs de ces processus-là, on doit utiliser plusieurs fonctions d'aide. Donc, ça demande une grande gestion pour l'élève de maîtriser plusieurs fonctions d'aide à ce moment-là. Donc, moi, ce que je recommande, c'est d'aller rapidement mettre l'élève en action dans des tâches scolaires qui demandent la maîtrise de plusieurs, en fait, fonctions d'aide pour que l'élève soit assez autonome rapidement. Ensuite de ça, on va parler de l'investissement de la part de l'élève. Donc, c'est une condition gagnante quand l'élève est investi, évidemment. De développer les stratégies métacognitives, c'est essentiel. On va en parler un peu plus loin.
Ça m'amène également à vous parler de la formation des parents en présence de jeunes. Donc, comme les parents sont les premiers agents auprès de nos enfants, donc une des conditions gagnantes serait de former les parents en présence des jeunes. Donc, à ce moment-là, les activités, on pourrait les faire au travers des devoirs le soir pour intégrer davantage les outils. Donc, ça ne demande pas un surplus de travail pour le jeune, mais ça demande de partir de ses devoirs et de pouvoir intégrer davantage les outils par des activités qu'on pourrait bâtir avec les parents. La communauté de pratique et d'apprentissage sont également aussi des bonnes conditions gagnantes, on va en parler. Donc, la communauté de pratique pour les enseignants qui, dans le fond, demandent de partager des activités qui incitent, qui motivent les enseignants. Ce sont des communautés qui peuvent aider également. D'abord et avant tout, moi, je préconise toujours avoir une base. Donc, c'est important que l'élève puisse être vu en individuel pour bien comprendre le fonctionnement de l'outil. Il y a une différence entre maîtriser le logiciel et obtenir un entraînement. Évidemment, maîtriser un logiciel, c'est de connaître son fonctionnement et par la suite, on peut être supporté par des tutoriels puisqu'il y en a plusieurs qui existent. Par contre, l'entraînement, lui, va se démarquer par une connaissance dans les différents contextes où l'outil peut être utilisé. Et c'est là, tantôt, quand je parlais des tâches scolaires concrètes aussi, qu'on va justement regarder les différents contextes où on peut utiliser toutes ces fonctions d'aide-là. Donc ça demande un entraînement qui est un peu plus long. Dans un premier temps, je sais que chez vous, vous avez des enseignants spécialisés qui peuvent également se charger de cet entraînement-là, mais également aussi des conseillers pédagogiques. Donc, dans un premier temps, d'être seul pour l'entraînement avec la personne qui est chargée de l'entraînement, selon moi, c'est vraiment, vraiment essentiel. Ça m'amène à vous parler de l'enseignement explicite, qui est une méthode qui est jugée reconnue dans le monde de l'enseignement et de son lien avec les aides technologiques. Donc, en fait, ça a un lien très étroit. Donc, on sait que l'enseignement explicite demande de présenter, dans le fond, du matériel par petites étapes, en faisant des pauses pour valider la compréhension du jeune, mais de le mettre dans l'action possible aussi. Donc, autrement dit, ce que je vois comme lien, c'est qu'on présente, dans le fond, l'aide technologique, on présente une fonction d'aide à la fois aux jeunes, et ce n'est qu'une fois la fonction d'aide bien acquise qu'on passe à la suivante. C'est peut-être à cette étape-ci qu'on peut présenter des petites activités pour voir la maîtrise de la fonction d'aide. Donc, dans un deuxième temps, quand on parle d'entraînement dirigé, donc moi, je le vois de deux façons. Donc, soit que le jeune effectue une tâche, OK, et il est guidé par la personne qui est chargée de l'entraînement. Donc, à ce moment-là, il reçoit de la rétroaction et de la correction. Sinon, l'élève peut être à l'ordinateur, la personne responsable de l'entraînement également à l'ordinateur, et l'élève reproduit la tâche de la personne qui est chargée de l'entraînement. Donc, à ce moment-là, l'élève est en action dans les deux cas et reçoit aussi de la rétroaction et de la correction au fur et à mesure qu'il effectue sa tâche. Vous remarquerez le cercle en pointillé autour. Donc, je mentionne qu'il n'y a aucun temps qui est prescrit. Souvent, on va nous demander de quantifier un entraînement en termes d'heures. Donc, c'est très difficile parce qu'on sait que l'intégration peut varier d'un jeune à l'autre. Donc, c'est vraiment difficile d'arriver à quantifier le nombre d'heures qu'on peut passer. Évidemment, l'entraînement dirigé va amener à une pratique autonome. Et c'est là qu'on va être en mesure d'intégrer notre jeune en classe. Donc, on va voir que le jeune est en mesure de réinvestir dans les apprentissages. Il va être capable de démontrer que ce qu'il a appris, il est capable de l'appliquer. Et ensuite de ça, on va assister également à de l'objectivation où l'élève devrait être en mesure de revenir sur ce qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas pour lui. Et c'est à ce moment-là que les rencontres pourraient être distancées avec la personne chargée de l'entraînement, puisque le jeune doit faire des essais-erreurs, des tests avant de revenir à son entraîneur pour lui mentionner dans le fond ce qui a fonctionné ou n'a pas fonctionné. L'investissement de la part de l'élève, ça m'apparaît vraiment essentiel, évidemment, et on sait qu'un élève va être investi quand il va connaître les raisons de l'attribution. Donc, pourquoi on lui a attribué, dans le fond, ces fonctions d'aide-là. Donc, c'est vraiment important que le jeune sache pourquoi on lui a donné ces outils-là. Le jeune va devenir également engagé, donc on va le sentir plus investi parce que, dans le fond, il va comprendre que les stratégies qui ont été enseignées n'ont pas suffi à pallier à ces difficultés. Donc, ça va l'inciter à s'investir davantage dans l'outil en sachant que ça va lui apporter une valeur ajoutée. En plus de ça, l'autonomie va se développer à l'aide de l'enseignement explicite qu'on a vu auparavant et évidemment, ne pas oublier de les faire dans des tâches complètes, donc des tâches d'écriture et de lecture, quand on voit que la maîtrise des fonctions d'aide est quand même là.
Par la suite, on va assister aussi à un investissement de la part du jeune quand on va le sentir responsable. Donc, lui-même va savoir quand est-ce qu'il doit utiliser l'outil. Il va savoir où il en a besoin. Et on va sentir également aussi investi quand il va être capable d'objectivation et d'introspection. Donc, il va être capable de s'ajuster en fonction de ses propres observations. Pardon. En tout dernier lieu, évidemment, de développer la métacognition. Quand le jeune va être capable de développer de la métacognition, on va le sentir investi. Et là, la métacognition, dans le fond, c'est quand le jeune va être capable de bien connaître comment il fonctionne. Il va aussi avoir développé l'automatisme à se questionner par un langage intérieur, parce qu'on va en parler un petit peu plus loin, les aides technologiques offrent un grand soutien à la métacognition. Donc, quel est le rôle de la métacognition dans les aides technologiques? Donc, autrement dit, notre aide technologique offre déjà un soutien à la réflexion métacognitive. Donc, dans le fond, ça nous entraîne à réfléchir sur notre façon d'agir et d'apprendre, puis ça nous permet aussi d'évaluer notre propre efficacité et ça nous permet également d'être capable d'adopter une stratégie réparatrice aux besoins. Donc, autrement dit, si on utilise Antidote ou tout simplement un éditeur de texte qui va venir souligner nos fautes, donc le type de correcteur qui va souligner les fautes en couleur, ou la relecture d'une phrase, donc par une rétroaction vocale, par synthèse vocale. Donc, la fonction d'aide va offrir un reflet de notre travail qui a été accompli par justement l'élève, puis ça va imposer à l'élève un temps d'arrêt, parce que celui-ci va être dans le doute, puis il va être obligé de se questionner. Donc, à ce moment-là, s'il développe de bonnes habiletés métacognitives, il va aller rechercher ses ressources internes pour arriver à faire les meilleurs choix en fonction de ce qui lui est proposé. Et donc, c'est à cette étape-là qu'on va sentir que la métacognition est vraiment efficace. Les communautés d'apprentissage, donc soutien aux usagers. Premièrement, dans la Revue canadienne de l'apprentissage et de la technologie, il y a un article qui a été présenté, qui a été écrit par M. Loisel et M. Chouinard, et qui mentionne que la formation de communautés d'apprentissage, qui regroupe dans le fond les jeunes qui utilisent les aides technologiques, c'est un moyen efficace pour l'intégration de ces outils-là. Ça m'amène à vous parler de capsules vidéo que le Cégep de Saint-Jérôme avons conçues. Donc, c'est des capsules vidéo qui permettent aux jeunes utilisateurs justement d'avoir recours à une forme d'aide quand ils sont en panne. Donc, on va essayer d'aller les voir. Je vais vous montrer où elles sont, mais par contre, je ne sais pas si je vais être capable de vous les présenter étant donné la moins bonne qualité de son. Donc, juste avant de vous mettre dans le bain de la capsule, je voudrais vous dire que ce sont des capsules de 2 à 3, pas vrai, de 3 à 4 minutes en fait, qui expliquent l'enseignement stratégique de la fonction d'aide dans un contexte de lecture et d'écriture. Donc, autrement dit, le jeune est en entrevue, mentionne ses difficultés, on lui propose une fonction d'aide, on lui montre l'enseignement stratégique justement pour l'utilisation en lecture, en écriture et en études. Et à la toute fin, on parle de valeur ajoutée. Donc, ce type de capsule-là peut venir en aide pour justement nos jeunes qui sont en difficulté. Donc, je vais aller voir si c'est possible de vous les présenter. Donc, la toute première est ici. Je vais voir ce que ça donne. Si jamais le son n'est pas bon, juste dans le fond, me le mentionner. Et avec une fonction d'aide qui s'appelle la rétroaction. On va la reculer. Alors, voilà. De plus en plus d'étudiants éprouvant des difficultés scolaires fréquentent les cégeps du Québec. Cette série de clips vous informe sur l'utilisation stratégique des fonctions d'aide incluses dans les logiciels spécialisés les plus utilisés au Québec. Le but, vous soutenir en vos tâches de lecture, d'écriture et d'études. Nous abordons aujourd'hui la rétroaction vocale par synthèse vocale. C'est mes amis, je vais te raconter parce que j'ai de la difficulté quand je lis. Souvent, je vais me réveiller plusieurs fois, puis je perds beaucoup de temps, puis je fais beaucoup d'erreurs. C'est vrai, des trucs pour m'aider dans ma lecture. Je pourrais t'aider avec une fonction d'aide qui s'appelle la rétroaction vocale par synthèse vocale. Puis cette fonction d'aide-là est accompagnée également de la mise en vue que je vais t'expliquer un petit peu plus loin. Pour te faire la démonstration de la fonction d'aide, on va utiliser un logiciel qui se nomme WordQ et qui contient cette fonction d'aide-là. Est-ce que ça te convient? Oui. OK. Alors, voilà le texte. Donc, dans un premier temps, tu peux soit faire lire ton texte au grand complet ou sélectionner seulement une partie. Donc, on va le faire ici avec une partie. On va le faire lire. En maths, on cherche souvent le côté de l'espace de l'élément nouveau à explorer. Comme tu peux constater, il y a comme un genre de petit curseur dynamique qui suit chacun des mots quand la voix lit le texte. Est-ce que tu as remarqué? Oui, ça va être repéré dans le texte. De cette façon-là, tu vas pouvoir lire de façon plus efficace, mieux comprendre tes textes. Tu vas éviter de saturer parce que tu ne seras pas obligé de relire plusieurs fois. Comme je te disais, je suis très auditif. Quand j'étudie, j'ai besoin d'entendre mes notions à voix haute. Est-ce que tu penses que le logiciel-là pourrait m'aider à étudier avant un gros examen? Tout à fait. C'est une excellente façon de l'étudier. Moi, je t'inviterais même aussi à l'utiliser
utiliser quand se rédige. Comme par exemple, donc tu as un texte à écrire et que tu as terminé un premier paragraphe. Soit que tu noircis tout le texte et que tu fais lire ce paragraphe-là, et puis là, tu te concentres sur ce qui est dit. Autrement dit, tu regardes si tes idées s'enchaînent bien, si tes phrases sont bien construites et si elles sont bien ponctuées. Alors, je t'invite à regarder l'exemple suivant et de me dire justement si tu ne trouves pas des erreurs. Une chance que j'ai pris en main ce projet, 4 mois, tout sont démarrés à la maison. Mais oui, on entend, au lieu de arrête, ça va être différent. Alors, je t'invite à le changer. Donc, cette fonction d'aide-là est très utile. Tu peux l'utiliser soit en rédaction, soit quand tu as besoin de te faire lire un texte, ou même, comme je disais tantôt, quand tu étudies. Je vais t'inviter aussi également à l'utiliser dans tes examens de lecture pour faire lire tes questions, juste pour voir justement ce qui t'est demandé si tu le comprends bien. Merci beaucoup. Ça va vraiment beaucoup m'aider. J'avais pas besoin de me relire tout le temps. Je vais faire moins de cours, je vais plus motiver à tenir mes textes. C'est sûr que je vais beaucoup de temps, ça va devenir dans mes études et mes travaux. Merci beaucoup, Nathalie. Bien, ça fait plaisir aussi. En résumé, les avantages de cette fonction facilitent la compréhension de lecture, réduit la fatigue, aide à la cohérence entre les idées, permet de corriger la syntaxe et augmente la motivation à lire. Pour plus de renseignements sur l'utilisation des fonctions d'aide, contactez les conseillers en service adapté de vos collèges. Présents partout au Québec, ils vous soutiendront adéquatement. Bon travail à tous. Alors voilà, donc c'était la capsule vidéo. Donc nous, on a jugé que les jeunes qui sont à la maison et qui n'ont pas nécessairement accès à quelqu'un pour les aider, donc ce type de vidéo-là peut venir les soutenir. Évidemment, malheureusement, il faut comprendre qu'on a des limites, donc on va faire le tour rapidement dans la même revue que je vous parlais tantôt, qui est la Revue canadienne de l'apprentissage et de la technologie. Donc, on parlait des facteurs qui nuisaient à l'intégration des aides technologiques. Donc, évidemment, le manque de formation et d'information. Donc, autrement dit, le fait que les gens ne soient pas bien formés, ça nuit à l'intégration. Et là, ça m'amène à vous dire que je crois que, étant donné que les jeunes sont intégrés dans les classes et que parfois les enseignants assument justement la responsabilité de les entraîner au niveau des aides technologiques, ce serait pertinent que les enseignants puissent avoir justement une formation sur les fonctions d'aide. Évidemment, le manque de ressources spécialisées, donc on sait qu'on coupe de plus en plus dans les enseignants spécialisés ou chez nous au Québec, dans les orthopédagogues, donc ça nuit, c'est un facteur qui nuit à l'intégration. L'utilisation inadéquate de la part des élèves, donc le fait de ne pas bien utiliser ces aides, c'est pas gagnant non plus. Le sentiment des compétences vécues par le personnel, bien, on comprend que si les gens sont moins bien formés ou ne connaissent pas nécessairement les outils, donc c'est pas évident d'aider un jeune qui est dans notre classe et qui utilise des aides technologiques. Et évidemment, un gros facteur qui nuit est le manque de ressources matérielles. Donc, si on n'a pas les logiciels spécialisés, on n'est pas plus avancé. Donc, que faire lorsque les limites deviennent des obstacles? Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une méthode qui, en fait, ne repose pas sur des faits scientifiques, mais plutôt sur un ensemble de théories qui sont connues dans le monde de l'éducation. Ça repose sur des expériences que moi-même j'ai vécues et c'est ce que j'avais envie de vous partager, c'est d'utiliser la classe comme moyen d'intégration. Donc, par contre, avant d'en arriver là, il est important que le jeune ait au moins reçu un entraînement sur la maîtrise des logiciels d'abord et avant tout pour au moins être capable de savoir le fonctionnement de son logiciel si on ne peut pas donner un entraînement. Ça m'amène à vous parler du lien entre la conception universelle des apprentissages et les aides technologiques. Donc, c'est un modèle qui est quand même bien installé chez vous. Quel est son lien? Bien, évidemment, on sait que quand la technologie est bien intégrée au quotidien dans nos classes, on ne stigmatise plus l'élève qui est en trouble d'apprentissage, on n'isole plus cet élève-là. Pour lui, la technologie est essentielle, mais aussi, ce modèle-là prône de modifier les pratiques de l'environnement pour s'adapter justement aux diversités. Et de cette façon-là, on sait qu'on rejoint plus d'élèves dans notre classe, comme par exemple, on va aller rejoindre nos élèves démotivés en utilisant les aides technologiques. On va également aussi supporter les élèves qui éprouvent des difficultés. On va supporter aussi notre élève qui est en trouble d'apprentissage, mais on peut également aussi donner le goût plus fort d'apprendre d'une façon différente. Je vous parle également de l'apprentissage coopératif. On sait que l'apprentissage coopératif, c'est lié aux interactions sociales. On développe la construction des connaissances par l'échange. On confronte et on partage des idées.
on développe la responsabilisation, on amène les individus également à réfléchir sur leur démarche d'apprentissage, tout ça parce qu'on a un regroupement justement d'élèves différents. Et par contre, une chose qui est vraiment, vraiment importante, c'est qu'on développe les stratégies métacognitives et ça va être le but des prochaines diapositives. Les avantages, bien, évidemment, en utilisant ces façons-là, c'est qu'on crée un sentiment d'appartenance pour notre élève en trouble d'apprentissage. On va le responsabiliser, on va le sentir plus engagé, mais aussi pour l'enseignant, c'est un moyen de tirer profit de l'hétérogénéité d'un groupe. Donc, autrement dit, de faire participer tout le monde, ça ne repose plus uniquement sur les épaules d'un enseignant. Par contre, quand on utilise la classe, il faut vraiment développer la métacognition parce que c'est un atout qui est vraiment important. Donc, qu'est-ce que c'est métacogiter? Donc, on sait que métacogiter, c'est prendre conscience de nos points forts et points faibles. C'est aussi augmenter notre compréhension des efforts qu'on a mis en œuvre et des stratégies qu'on a déployées quand on fait une tâche. Et également aussi, ça facilite l'apprentissage. D'ailleurs, on sait que ça améliore les capacités d'apprentissage. Il y a une recherche aussi qui permet de croire que les méthodes éducatives qui sont incluses dans un entraînement à la métacognition, donc, c'est-à-dire qui inclut un entraînement à la métacognition, va améliorer les capacités d'apprentissage des élèves. Donc, qu'on soit en trouble d'apprentissage ou non, quand on a un entraînement à la métacognition, on améliore nos capacités d'apprentissage. Quel est le lien entre la métacognition et les aides technologiques? Bien, comme je disais, la métacognition, ce n'est pas un processus qui est inné, hein, ça doit être enseigné. On sait que pas la métacognition, mais les aides technologiques, dans le fond, nous offrent justement la possibilité de métacogiter. Par contre, quand on utilise des aides technologiques, on doit justement imposer un temps d'arrêt chez les élèves parce que ce n'est pas d'emblée qu'ils vont le faire. Il faut également aussi développer un langage intérieur quand il y a une rétroaction de la part de la fonction d'aide. Parce qu'il faut justement se questionner par un langage intérieur en allant rechercher nos stratégies qu'on connaît pour faire de meilleurs choix. Comment développer la métacognition? Ben moi, ce que je vous propose, c'est de faire une auto-évaluation en début d'année. Donc, si vous avez la chance de le faire en début d'année pour que les jeunes connaissent mieux leur style d'apprenant. Le point 2 m'apparaît essentiel parce que c'est dans le fond de développer le langage intérieur, donc il faut apprendre à verbaliser les pensées. Donc, comme ce n'est pas inné, on l'a vu dans la diapositive précédente, moi, je vous propose, dans le fond, une modélisation. Dans un premier temps, l'enseignante peut modéliser à haute voix ses pensées. Donc, quand on présente une fonction d'aide dans une activité à l'avant de la classe, l'enseignante pourrait d'abord et avant tout modéliser ses pensées et modéliser les réponses et comment elle s'y prend. Dans un deuxième temps, elle peut aussi solliciter son groupe. Donc, on peut aller solliciter nos volontaires. Et souvent, nos élèves qui sont habiles au niveau de la métacognition vont se proposer pour donner justement des réponses. Et à ce moment-là, notre élève qui est en trouble d'apprentissage va observer cette modélisation-là. On peut également en diade confronter justement ce type de pensée-là. On peut placer un élève qui est plus habile au niveau de la métacognition avec un qui est moins habile pour apprendre à développer ça. Mais toujours penser de réinvestir en individuel. Donc, le jeune, il faut prévoir une activité en individuel pour qu'il puisse réinvestir ce qui vient d'être vu, d'être modélisé. Une autre chose aussi qui peut être importante pour développer la métacognition, c'est tenir un journal de bord des meilleures pensées. Donc, quand on est en individuel face à une activité, c'est important d'écrire comment on s'y est pris, quelles ont été les questions qu'on s'est posées. Ensuite de ça, ça peut être intéressant de les partager en groupe. Et par la suite, on pourrait les inscrire soit au tableau ou sur un carton à la vue de tous pour que notre jeune qui est en trouble d'apprentissage puisse y avoir accès en tout temps. Évidemment, pour développer la métacognition, il faut prévoir au moins des activités qui la favorisent. Comme par exemple, je vais vous donner avec le prédicteur orthographique. Dans l'exemple qui suit, donc le prédicteur orthographique qui est inclus dans WordQ, donc vous n'avez pas le curseur parce que c'est une capture d'écran. Donc, quand on utilise le prédicteur dans WordQ, que la fonction d'aide va présenter plusieurs choix de graphie pour le même mot, l'élève devrait s'arrêter et s'interroger sur lequel des mots va s'appliquer le mieux dans le contexte de la phrase qu'il va avoir écrite. Donc, il va être obligé de s'interroger par un langage intérieur, puis il va être obligé de se poser des bonnes questions sur ce qui est présenté selon les règles de grammaire qu'il connaît. Ça demande quand même un effort et de la réflexion. Dans ce cas-ci, nos élèves en TH, souvent, vont passer, donc nos élèves en trouble d'apprentissage vont passer rapidement, ne regarderont pas la boîte de prédiction. Donc ça pose un problème. Si l'élève n'a pas développé d'autocontrôle et qu'il ne s'arrête pas, qu'il ne se questionne pas, donc il ne pourra pas aller faire un choix judicieux.
Donc, en modélisation, ce qui est important, c'est d'arriver au mot traverse et de regarder la différence entre ce qu'on a écrit et ce qui est proposé par la boîte de prédiction. À ce moment-là, c'est de questionner nos élèves et de dire quelle est la nature du mot traverse. Donc, comme c'est un verbe, on doit aller rechercher notre sujet et voir que le verbe est féminin pluriel et que dans le cas d'un verbe au féminin pluriel, le mot traverse devrait s'accorder avec le numéro 3, donc terminé en ENT. Donc, c'est vraiment le type de question et le type d'arrêt que le jeune devrait faire pour arriver à faire des bons choix. Moi, ce que je propose dans un cas comme ça, c'est qu'après 3-4 lettres, le jeune doit s'arrêter et regarder continuellement la boîte de prédiction au départ. Même qu'à la limite, le jeune ne devrait pas avoir accès à une souris, mais uniquement aux chiffres à côté des mots de la boîte de prédiction pour prendre le temps justement d'aller faire le bon choix. Donc, je fais un rappel de la démarche avant d'arriver dans les activités. Donc, ce que je préconise, c'est un entraînement en individuel. Donc, quand l'entraînement n'est pas possible, au moins la maîtrise des logiciels. Tout ça par un enseignement explicite dans le but de développer l'autonomie. Et évidemment, dès que le jeune est intégré en classe, c'est d'y aller en développant la métacognition. Donc, soit en la modélisant, soit par des réflexions de groupe, de sous-groupe ou du pairage d'élèves qui vont permettre justement de confronter les idées et de supporter notre élève en trouble d'apprentissage. Tout ça dans le but que notre élève puisse réinvestir par la suite et développer son objectivation et son introspection. De cette façon-là, il va se sentir plus engagé et va devenir plus autonome. Donc, on est rendu pratiquement à la moitié du webinaire. Je vais vous présenter des activités en lien avec les fonctions d'aide qui sont dans un contexte de lecture et d'écriture. Compte tenu du peu de temps qu'on a ensemble, j'ai opté pour des captures d'écran parce qu'évidemment, je ne pouvais pas faire de démonstration qui aurait pris beaucoup de temps et pour intégrer, dans le fond, moi, ce que je préconise, c'est que les gens qui sont en formation avec moi puissent le faire également à l'ordinateur. Donc, comme ce n'était pas le cas, je m'en suis tenue à des captures d'écran, tout simplement. Donc, d'abord et avant tout, c'est important de bien connaître ce que la fonction d'aide effectue. J'en ai parlé tantôt. Donc, de bien connaître ce que la fonction d'aide va faire. On va connaître comment ça va supporter notre élève en trouble d'apprentissage, mais également, ça va nous aider aussi à bien définir le choix de notre activité. Donc, autrement dit, si moi, je suis dans un contexte de lecture et que j'ai envie de rassembler les idées de ce que je viens de lire, je vais aller opter justement pour l'idéation. Et si j'ai envie par la suite, quand j'ai rassemblé toutes mes idées, d'avoir un résumé, je vais effectuer une conversion du mode plan visuel en mode plan rédaction de texte. Donc ça va m'aider à obtenir un résumé. En écriture, si j'ai envie de prendre conscience de mes erreurs de syntaxe, je vais opter pour une rétroaction vocale par synthèse vocale. Donc c'est très important de connaître quelles sont les fonctions d'aide incluses dans les logiciels et comment elles peuvent être utiles. Ça m'amène à vous parler de WordQ. Donc, il y a 3 fonctions d'aide incluses. Donc, vous avez la rétroaction vocale par synthèse vocale, donc on en parlait tantôt, donc la lecture du texte, le prédicteur orthographique qui nous permet de bien orthographier les mots et la mise en évidence du mot qui nous permet de suivre la lecture. Donc, la toute première activité que je vous proposerai avec la rétroaction vocale par synthèse vocale, c'est de travailler la syntaxe. Donc, c'est de présenter à vos élèves en classe des phrases qui contiennent des erreurs de syntaxe. Et à ce moment-là, l'enseignante, comme je disais tantôt, peut modéliser et justement modéliser le questionnement, quelle sorte de questionnement qu'elle peut avoir face aux erreurs et comment elle peut justement les traiter, ces erreurs-là. Donc, on peut tout simplement poser est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche dans ma phrase? Si oui, de quelle façon je peux modifier ma phrase pour obtenir une syntaxe qui va être plus adéquate? Est-ce qu'il y a des mots qui est préférable d'enlever puis par lesquels je devrais les remplacer? Par la suite, on peut poursuivre l'activité en incitant les jeunes sur une base volontaire à répondre. Donc, ceux qui sont à l'aise avec la métacognition, ils peuvent le faire. Et évidemment, ne pas oublier d'inscrire nos meilleures pensées et d'inscrire comment on a fait justement pour aller chercher nos bonnes réponses. Une autre activité intéressante avec le prédicteur orthographique, donc c'est une correction à rebours. Donc, qu'est-ce que c'est une correction à rebours? C'est de partir de la fin et de remonter jusqu'au début. Donc, moi, ce que je vous propose avec notre boîte de prédiction, c'est de partir de la fin, d'utiliser dans le fond notre curseur et nos flèches sur notre clavier et de reculer dans les mots et de regarder justement là où notre curseur est rendu, quel choix qu'on va nous proposer dans la boîte de prédiction. À ce moment-ci, ce qui est important de faire, c'est de regarder justement le mot récompensé, quelle est la différence avec ce qui est proposé dans la boîte de prédiction. Et à ce moment-là, le jeune doit justement regarder, ben oui, devant mon P, j'ai mis un N, alors qu'on me propose de mettre un M et d'évoquer la règle du M devant le PB. À ce moment-là, on va aller corriger notre erreur. Mais également, on voit que ça ne corrige pas tout, parce qu'à ce moment-ci, ces efforts avaient été récompensés
Donc, il faut également regarder l'accord. Donc, c'est important de prendre le temps de regarder, de reculer et d'aller corriger nos erreurs et de confronter justement, peut-être en diade, qu'est-ce qu'on ferait ou comment on s'y prendrait. Pour la mise en évidence du mot lu, je n'ai pas vu d'activité métacognitive, mais par contre, je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est important, c'est une fonction d'aide qui peut être très utile, mais par contre, je vais vous nommer l'utilité tout simplement. Donc, moi, je trouve que ça attire, ça maintient l'attention sur le texte pour nos jeunes, des fois qui ont un trouble de déficitaire d'attention et qui, justement, feraient des sauts de ligne ou des sauts de paragraphe involontaires, donc qui, justement, n'aideraient pas à intégrer le sens du texte. Donc, d'avoir un curseur dynamique qui suit le texte, c'est aidant pour eux. Ça peut aussi permettre, en lecture de groupe, on ferme le son et on suit la lecture avec le curseur dynamique. Donc, on essaie de s'ajuster en fonction de ça. Pour Antidote, ça m'amène à vous parler de 3 fonctions d'aide, donc révision, correction, qui est le repérage des fautes possibles par le logiciel, la révision analyse linguistique qui permet de faire une meilleure révision de texte en objectivant les choses par les filtres qui sont à l'intérieur, on va en parler, et les dictionnaires et guides. Donc, la toute première révision-correction, moi, je vous incite à travailler à partir d'un texte qui contient des erreurs que vous aurez ciblées, des choses que vous voudrez travailler. À ce moment-là, c'est une aide qui est extrêmement métacognitive parce que vous voyez l'infobulle qui est l'espèce d'encadré jaune à l'intérieur du texte. Donc, comme je dis aux élèves, c'est pas là pour décorer la page, c'est là pour qu'on en prenne conscience. Et à partir du moment où on prend conscience de cette infobulle-là, on peut se poser des questions, aller consulter les guides et dictionnaires. Donc, il faut évoquer les règles, aller chercher, travailler et voir que de nombreux admirateurs, dans ce cas-ci, évidemment, de nombreux amènent un pluriel et c'est important d'aller l'accorder. Donc, en tout temps, c'est un rappel. Vous voyez le cercle en haut à droite qui rappelle que justement, on peut consulter les dictionnaires et les guides en un seul clic en méthode de correction. Donc, ça permet aussi à nos jeunes d'aller vérifier justement si ce qu'ils ont métacogité est toujours bon. Donc, ça peut quand même être utile. En ce qui concerne la révision analyse linguistique, ça m'amène à vous parler des prismes et filtres. Donc, les prismes, on les connaît à la gauche de l'écran. Vous avez les grands titres, les prises de correction, révision, statistique et inspection qui contiennent des filtres qui sont importants. Comme par exemple, dans statistique, je vous amène au filtre de catégorie. Donc, quand on choisit le filtre de catégorie, le logiciel va aller souligner, dans le fond, tous les adjectifs, comme moi dans cet exemple-ci, j'ai pris un texte et j'ai demandé dans le fil de catégorie d'aller sélectionner les adjectifs, donc ils ont été soulignés en jaune. Ce que je vous propose de faire, qui est intéressant, donc dans l'exemple suivant, c'est d'aller mettre un cache noir sur ce qui a été souligné en jaune. Et ceci se fait à partir des réglages. Donc, dans l'interface, dans les réglages, ça s'appelle l'interface à couleur des soulignés secondaires. Donc, vous pouvez changer la couleur du jaune en noir. Évidemment, vous remarquerez, là, pour les besoins de la coach, je vous ai montré que là, on travaillait les verbes. Donc, à droite de l'écran, vous allez voir tous les verbes. Il s'agit de pousser notre fenêtre au maximum pour ne pas dévoiler les verbes, à l'avant de la classe, évidemment, et de travailler des notions. Comme ici, on pourrait travailler l'accord des verbes. Et à chaque fois qu'on vient cliquer sur notre verbe pour regarder l'accord, il devient en jaune et on voit comment on pourrait l'accorder dans le texte. Donc, on peut travailler des notions par les filtres qui sont vraiment importantes. Et à partir de ce moment-là, ce qui est important aussi pour notre jeune, c'est d'apprendre à se questionner, notre jeune qui est en trouble d'apprentissage, mais aussi de regarder comment on peut faire une meilleure révision. Les dictionnaires et guides, je vous en reparle encore une fois parce qu'ils peuvent être très, très, très utiles au niveau de la préparation. Donc, autrement dit, en préparation de lecture ou d'écriture, donc si j'ai à lire sur un sujet ou écrire sur un sujet, je peux aller dans le dictionnaire du champ lexical et si j'ai une recherche ou peu importe une lecture à faire sur les dinosaures, j'inscris le mot dinosaure dans le moteur de recherche, ce qui fait qu'à ce moment-là, on sort tous les mots en lien avec les dinosaures. Donc, vous remarquerez, dans chaque catégorie, on voit et 128 autres et 9 autres, donc il y en a plusieurs autres qu'on peut aller chercher. Il suffit à ce moment-là, avec le clic droit, d'aller se positionner sur un mot et de le tenir enfoncé, notre clic droit, et d'aller glisser dans un document Word. Donc, celui-ci va aller s'imprimer dans notre document Word et on va pouvoir se faire une banque de mots. Donc, autrement dit, ça aide nos jeunes en trouble d'apprentissage à pouvoir avoir un vocabulaire plus riche de se préparer avant. Donc, ça peut être quand même assez intéressant. Pour les
plus jeune, vous remarquerez quand vous ouvrirez votre antidote dans le champ lexical, les mots sont en action. Donc ici, les mots bougeraient continuellement. Donc c'est le même principe, c'est de les attraper au vol. Donc disons que le mot carnivore est un mot qui m'intéresse. J'irai me positionner sur le mot carnivore, je cliquerai à doigt et je glisserai justement dans un document Word de sorte à ce que celui-ci s'imprime à l'intérieur de mon document. Donc, c'est une façon différente de travailler qui peut être amusante pour les plus petits. Inspiration. Donc, à l'intérieur, on a l'aide à l'idéation et l'aide à la conversion du mode plan visuel en mode plan rédaction de texte. Donc, ici, l'activité que je vous propose, c'est à partir d'une lecture. Donc, disons que j'ai une lecture à faire sur un thème de Noël chez les plus petits et que je dois rassembler dans le fond ce que j'ai lu. Donc, je viens l'insérer à chaque fois, à chaque paragraphe, je viens insérer un mot-clé que par la suite, je vais organiser. Donc, quand j'ai organisé mes idées de ma lecture, donc chacun des jeunes pourrait en équipe de 2, en diade, lire le texte, aller consigner ce qu'ils ont retenu, aller organiser leurs idées pour ensuite, et là, je vous montre ici une autre type de carte, mais disons qu'on prend le plan qui était avant et qu'on le transforme par le bouton transférer en haut. Donc, que l'on retrouve juste en haut de l'écran. Donc, si vous regardez ma carte ici sémantique qui est en haut, vous avez des onglets plan, mode express et ainsi de suite. Vous avez le bouton transférer et notre schéma va se transférer en mode traitement de texte qui est dans le fond l'image du bas. Ce que ça permet de faire, c'est quand on a rassemblé nos idées de ce qu'on a compris de notre lecture, ça nous permet de faire un résumé justement de notre compréhension. Et à partir de là, en classe, c'est de partager dans le fond notre compréhension et de confronter nos idées et de voir comment on en est venu à comprendre ce texte-là. Également, cette fonction d'aide-là peut aussi nous aider à faire un plan en écriture. Donc, à partir du moment où on fait notre carte sémantique, donc, il est possible de la transférer par la suite et d'avoir un plan qu'on peut suivre pour mieux rédiger et ne pas sauter dans nos idées. De toute façon, aussi, ça aide énormément à éviter les erreurs de transcription pour notre étudiant qui a un trouble d'apprentissage. Nous sommes pratiquement rendus à la fin du webinaire, donc ça m'amène à vous parler des applications qui sont disponibles. Je sais que parfois, dans les budgets des écoles, acheter plusieurs logiciels ou des licences, ce n'est pas toujours évident. Donc, moi, ce que je vous propose, ce tableau-là, justement, est un tableau que vous allez pouvoir récupérer, que les organisateurs ont mis sur les documents à distribuer. Donc, vous allez pouvoir aller le chercher donc, dans la portion droite, je crois, de votre fenêtre. Donc, vous avez le document à distribuer, vous allez le retrouver. À l'intérieur, il y a des informations sur le coût des applications et comment, justement, elles peuvent être utiles. Moi, je vais vous parler d'une d'entre elles qui m'apparaît vraiment importante et qui englobe justement beaucoup de fonctions d'aide. Donc, ça m'amène à vous diriger dans le prédicteur orthographique qui est la deuxième, qui est le R et W en mauve, qui est une application qui est prise en charge par Google Chrome. Google Chrome est un environnement et quand on prend cette application-là qui se nomme Read and Write, on a beaucoup de fonctions d'aide incluses à l'intérieur. Donc, je l'ai mis sur le prédicteur orthographique, mais là également aussi une rétroaction vocale par synthèse vocale avec une bonne mise en évidence du mot lu. Vous pouvez également écrire des textes et elle est compatible avec Antidote, donc c'est possible de pouvoir corriger vos textes avec Antidote. Et vous avez également aussi des guides et dictionnaires à l'intérieur. Aussi, ce qui est important, c'est qu'elle est compatible avec toutes les applications que vous voyez à la fin d'idéation et de conversion graphique en mode plan rédaction de texte, donc Mindomo, Xmind et CMAP. Donc, autrement dit, vous pouvez transférer des cartes à l'intérieur de Read and Write. Donc, tout ça pour une licence éducationnelle qui est à 11,99 $, je crois, par année. C'est une licence qui est renouvelable à chaque année, par contre. Et c'est la même chose aussi pour Mindomo, Xmind et CMAP. Donc, ça m'amène à faire un retour sur tout le webinaire. Donc, pour bien intégrer, pour favoriser une bonne intégration, c'est notre élève en trouble d'apprentissage. Moi, je privilégie toujours un entraînement en individuel, mais quand celui-ci n'est pas possible, donc, prévoir quand même un entraînement où on va montrer à l'élève comment maîtriser ces logiciels avant de l'inclure en classe. Pour les enseignants qui reçoivent justement des jeunes qui utilisent des aides technologiques, qu'ils soient entraînés ou tout simplement qu'on leur ait montré le fonctionnement des logiciels, moi, je vous suggère d'intégrer les fonctions d'aide dans votre pratique. Donc, pour des fins d'apprentissage. Donc, de prévoir des activités qui vont développer la métacognition. Donc, si on veut développer la métacognition, on se rappelle, il faut solliciter la collaboration de notre classe.
Et moi, je trouve que dans les cas où on a dû l'exercice, ça a augmenté la motivation. Et ça a permis aussi de faire des apprentissages pour nos élèves en trouble d'apprentissage. On se souvient que la métacognition, ce n'est pas inné, c'est acquis. Donc, puis elle permet également, selon la recherche, de développer de bonnes capacités d'apprentissage pour nos élèves en trouble d'apprentissage. Qu'on soit en trouble d'apprentissage ou non, ça va le permettre pour les deux. De plus, d'intégrer la métacognition et la collaboration de la classe, ça va aussi supporter notre enseignant. Donc, il va être capable de tirer profit des différences dans sa classe, de favoriser justement la collaboration et évidemment, ce qui va favoriser une bonne intégration, c'est également de prévoir des activités qui vont développer la métacognition. Donc, c'est peut-être pas évident au début, mais je pense que ça peut se faire par de courts exercices en classe pour arriver à faire de plus longues tâches par la suite et c'est gagnant pour tout le monde. Ça m'amène à vous parler des références. Donc, vous allez ici trouver en dernière diapositive toutes les références qui ont servi à faire le webinaire. Donc, vous allez pouvoir les consulter si vous êtes intéressé, évidemment. Et à la toute fin, si vous avez envie de me contacter, que ce soit pour partager ou pour des commentaires ou si vous avez des questions à me poser, donc vous trouverez mon courriel ici qui est le narbour@csdj.qc.ca. Alors, je crois qu'il y a une période de questions qui est prévue. Donc, je vais laisser la parole aux organisateurs. Le webinaire est maintenant terminé pour moi et je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Merci, Madame Arbour, pour cette présentation. Ça fait plaisir. Alors, on a quelques questions, mais d'abord, un rappel aux participants. Si vous souhaitez poser une question, veuillez entrer votre texte dans la case au bas du panneau de configuration et choisir de l'envoyer au personnel dans le menu déroulant. Alors, la première question, c'est comment faites-vous pour encourager les élèves à utiliser les technologies d'aide de façon régulière dans leur travail de classe? Bien, évidemment, comme je parlais dans dans les diapositives, en fait, d'abord et avant tout, quand on a essayé beaucoup de stratégies avec un élève et que finalement l'élève se retrouve encore dans un cul-de-sac, si je peux m'exprimer de cette façon-là, en fait qu'il réussit pas mieux, donc de lui présenter des fonctions d'aide et de lui dire en fait les valeurs ajoutées qui vont l'amener justement à mieux réaliser les tâches, donc de l'impliquer dans le processus, puis lui faire comprendre que l'attribution des aides technologiques est importante dans son cas. Donc déjà là, en partant, on motive l'étudiant. On motive l'élève justement à l'utiliser parce qu'il comprend que dans le fond, les stratégies qu'on lui a montrées, ça n'a pas suffi à l'aider, donc ça prend autre chose. Dans un deuxième temps, ce qui m'apparaît essentiel, comme je disais, faut vraiment être tous ensemble autour du jeune. Donc, que le parent puisse réinvestir à la maison, que le jeune ait des enseignants qui ont envie justement de favoriser cet apprentissage-là en classe par des activités, donc développer la métacognition comme je le présentais. Donc, ça, c'est un facteur qui va grandement aider l'élève justement et le motiver davantage parce que de voir qu'on l'utilise en classe et que ça peut aider pas mal tout le monde, va faire en sorte qu'il ne se sentira pas nécessairement toute seule dans tout ça. Bon, merci. Oui, la deuxième question concerne les parents. Alors, vous avez mentionné la formation aux parents en ce qui concerne les technologies d'aide. Et est-ce que vous avez des suggestions? En fait, moi, ce que je dirais, c'est que nous, ici, on s'apprête justement à en bâtir des formations pour les jeunes du primaire secondaire, mais c'est dans un secteur privé. Donc, en fait, ce qu'on essaie de voir, c'est qu'on aimerait, dans le fond, connaître les devoirs des jeunes. Donc, autrement dit, on ferait venir les parents avec les jeunes parce que c'est important que les deux soient là et de regarder comment, à partir des devoirs, on peut justement réinvestir au niveau de la technologie. Donc, ça peut être de courtes formations qui peuvent être données aux parents dans un premier temps sur comment fonctionne le logiciel, parce que c'est important aussi qu'ils le savent. Mais dans un deuxième temps, comment on peut réinvestir au niveau des devoirs et leçons, que ce soit dans la réécriture des mots de vocabulaire, que ce soit dans la composition de phrases, incluant les mots de vocabulaire, que ce soit en lecture. Donc, faire en sorte que les parents puissent recevoir, au même titre que le jeune,
une courte formation, mais par la suite des activités à partir des devoirs. Bon, merci. Prochaine question. Quel est l'avantage pédagogique d'utiliser la correction à rebours quand on se sert de WordQ? Ben, écoutez, c'est parce que les mots n'ont pas de lien ensemble. Donc, autrement dit, ce qui arrive, c'est que nos élèves qui sont rapides, qui n'ont pas pris le temps de s'arrêter, eux ne verront pas nécessairement leurs erreurs. Donc, ils vont voir, ça arrive des fois que les jeunes ne voient pas nécessairement qu'il manque un S à quelque part parce que pour lui, dans sa tête, c'est clair ce qui est là. Donc, le fait d'aller à rebours, on ne voit pas le lien entre les mots et ça nous force justement à se questionner. Comme dans l'exemple tantôt, les efforts seront récompensés. Donc, de partir de la fin, on est obligé de se questionner. Donc, récompenser s'accorde avec quoi? Avec les efforts. Donc, je vais être obligé de déplacer mon curseur et justement de regarder, ah oui, la comparaison entre mes mots, ben là, l'accord n'est pas là, donc je suis obligée de le mettre. Donc, ça permet de ne pas nécessairement aller dans le significatif de la phrase, mais de s'arrêter à chacun des mots et d'appliquer nos stratégies. Merci. Ça, c'était une question de Jean-Pierre. Oui. Et maintenant, on a la question de Cécile. Oui. Avec la fonction d'EdwardQ, on ne peut pas convertir un document PDF. Avez-vous des suggestions pour faciliter la tâche? Oui. Il existe maintenant, j'ai découvert il y a à peine une semaine un logiciel qui s'appelle Aido10. C'est A-I-D-O, Aido, D-Y-S, Aido10, qui est vendu par Mathémo Monde, qui permet justement des licences et en 2 ou 3 clics, ça convertit tous les documents. Donc, c'est prêt à la lecture et ça convertit un document PDF en Word et ça permet la lecture de WordQ à ce moment-là. Parce qu'évidemment, il n'existe pas autre chose pour l'instant, à part la numérisation. Oui. Alors, autre question. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes chez les professionnels de l'enseignement en ce qui concerne les aides technologiques? Ben, je pense pas que c'est une erreur en soi. Je pense que c'est le manque de temps que l'on peut accorder nécessairement pour l'entraînement. Donc, ça fait que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va aller rapidement et on pense qu'une fonction d'aide est acquise, alors que quand on arrive dans une tâche complète où on doit maîtriser plusieurs fonctions d'aide, c'est là qu'on s'aperçoit que notre jeune est moins à l'aise. Donc, il faut prendre le temps de cerner comme il faut le besoin du jeune. Donc, autrement dit, dès qu'un jeune est quand même assez à l'aise, c'est de l'amener rapidement à pouvoir utiliser plus qu'une fonction d'aide dans une tâche si c'est son cas à lui et si ça répond à son besoin. Donc, je pense que le fait de devoir aller rapidement, parce que je ne pense pas que c'est le souhait de tous les professionnels d'aller rapidement, si on pouvait prendre du temps avec les jeunes, on le ferait, mais le fait de devoir aller rapidement, des fois, on va passer trop vite, puis on va penser que le jeune est déjà prêt nécessairement à être intégré, alors que ce n'est pas le cas quand on le voit être dans une tâche complète, bien là, on voit qu'il n'est pas habile. Donc, peut-être prendre un peu plus de temps ou débattre justement avec nos écoles de l'importance de prendre du temps avec ces jeunes, tout simplement. Bon, merci. Alors, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Alors, nous allons mettre fin à la séance. Oh, je pense qu'on a une dernière question. Oui, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Alors, il existe plusieurs logiciels de conversion. Oui. Alors, je suis un nouvel enseignant en EED. Ma question est comment s'y prendre face à un élève envoyé au centre de la réussite pour continuer son apprentissage et qu'une fois sur place ne veut pas travailler. Alors, il ne veut pas et n'a aucune motivation pour ça. Donc, autrement dit, l'élève n'a pas de motivation à utiliser ses aides technologiques par la suite en classe. C'est ce que je comprends? Je crois bien. OK. Alors, moi, ce que je dirais, c'est qu'évidemment, si le jeune n'a pas envie d'utiliser ses aides technologiques, ce n'est pas une condition gagnante. C'est qu'à la base,
Je crois que le jeune, quand je parle de connaissance de l'attribution, du pourquoi on a attribué ces aides technologiques-là, je pense que c'est peut-être là qu'on a peut-être passé un petit peu vite. Souvent, on va donner des aides technologiques à un jeune et on ne sait pas si le jeune est à l'aise ou pas, on ne sait pas si le jeune a envie ou pas. Donc, c'est important d'abord et avant tout que cette partie-là soit vraiment bien établie. Quand un jeune arrive et qu'on voit qu'il n'a vraiment pas envie de les utiliser, ben moi, je vous dirais qu'à ce moment-là, c'est de les inclure, les aides technologiques, dans la classe et de voir que, justement, il y a peut-être d'autres jeunes dans la classe qui ont envie, justement, de travailler. Donc, par des activités qu'on prévoit à l'avant. Comme, par exemple, quand je parlais tantôt de vérifier des erreurs de syntaxe à l'aide de la rétroaction vocale, bien, si on sollicite notre groupe pour répondre justement à quelles sont les erreurs de syntaxe ou s'il y a quelque chose qui cloche dans la phrase ou peu importe, mais ça va permettre à notre jeune qui, lui, n'a pas envie d'utiliser ces aides de voir que peut-être les autres dans la classe, eux, ont du plaisir ou voient le bienfait de cette aide-là. Ce serait important aussi de regarder les raisons du pourquoi le jeune ne veut pas les utiliser. Donc, tout ça m'amène à vous dire que, évidemment, s'il ne veut pas, on ne peut pas forcer. Mais d'abord et avant tout, il faut regarder avant c'est quoi les motifs, puis favoriser justement le fait qu'on fasse des activités en classe, puis de permettre à ce jeune-là de voir que les autres peuvent justement en tirer un bénéfice aussi. Voilà. On a reçu 2 questions. Pourriez-vous répéter le nom du logiciel pour convertir un document PDF à WordQ? Oui, tout à fait. Je sais qu'il en existe plusieurs, mais celui-là, c'est le plus facile. Ça s'appelle Aidodys. Donc, je vais l'épeler. C'est A-I-D-O-D-Y-S. Et c'est vendu par le même distributeur que WordQ. Donc, c'est vendu par Math et Momonde. C'est un logiciel qui, premièrement, fonctionne sur le web. Donc, de partout où vous êtes, vous pouvez aller récupérer des textes et les convertir. Donc, c'est très facile. C'est une licence annuelle, par contre. OK. On peut ajouter ça au courriel qu'on envoie demain avec les diapositives. Oui, effectivement. Très bien. Alors, je crois qu'on va mettre fin à la séance de questions et réponses en ce temps-là. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire à info@ta-alecole.ca et nous verrons que vos questions obtiennent une réponse. Si vous désirez rester au courant des futurs webinaires ou autres nouveautés sur le site TA à l'école, nous vous invitons à vous inscrire au bulletin bimensuel que vous pouvez accéder sous l'onglet « Contactez-nous » ou au bas de la page d'accueil. Ainsi, nous vous invitons à nous suivre sur Twitter. Le prochain webinaire aura lieu le mardi 26 avril à 15h30 HNE et sera au sujet des troubles de langage oral à l'élémentaire. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en accédant au site web ta-alecole.ca. Réservez la date pour notre 3e colloque des professionnels de l'enseignement qui aura lieu le 23 et 24 août à Mississauga. Ce colloque a comme objectif de partager des pratiques pédagogiques efficaces et pertinentes sur des méthodes d'enseignement et d'évaluation, de nouvelles perspectives et des connaissances acquises en matière de troubles d'apprentissage. Et Nathalie Arbour sera l'une de nos conférencières. Avec plaisir. Pour en savoir plus, visitez notre site web TA à l'école. J'aimerais remercier Madame Arbour pour sa présentation et je tiens également à remercier tous nos participants qui y ont assisté aujourd'hui. N'oubliez pas que nous vous enverrons un court sondage à la fin du webinaire. Nous serions reconnaissants si vous preniez le temps de le remplir afin que nous puissions utiliser cette information lors de la conduite de futurs webinaires. Merci encore d'y avoir participé et bonne fin d'après-midi.